Bonjour à tous, merci de nous suivre sur ce nouvel événement, le podcast du groupe Saint-Amour. Nous essayons de répondre toujours en 15-20 minutes aux questions les plus posées, demandées par nos clients, par nos candidats, et cela par secteur d'activité ou par catégorie de poste. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Claude Béliveau, mon associé chez Saint-Amour, qui va nous parler du recrutement dans tout ce qui est cadre supérieur et exécutif. Exact. Alors nous avons un thème sur l'alignement stratégique versus les compétences. La question, elle est toujours de est-ce qu'il faut privilégier les compétences techniques, ou alors lesquelles, ou alors vraiment un savoir-être, puis un positionnement stratégique entre les valeurs de l'entreprise, la vision, la mission et celle des candidats. Mais avant de lancer ce thème d'intérêt, est-ce que Claude, s'il te plaît, tu peux te présenter, parler de ton expérience? Ça fait un moment que tu es ici. Eh oui, je suis au sein du groupe Saint-Amour depuis une vingtaine d'années. J'ai joint l'équipe en 2006, principalement du recrutement au niveau des opérations manufacturières, de la chaîne d'approvisionnement, de l'ingénierie, qui est mon background. Je suis un ancien directeur d'usine, directeur de qualité. Et c'était, je dirais, l'ADN du groupe, d'avoir des gens qui viennent du secteur où ils étaient pour recruter. Tu es resté combien de temps dans ces rôles en usine? Directeur d'usine, directeur qualité. Directeur d'usine, directeur qualité, environ 6 ans chaque. J'ai été dans l'industrie manufacturière pendant environ une quinzaine d'années. Donc, connaissance extensive de tout ce qui est lié à la production. Absolument. Sans parler du fait que tu fabriques tes propres bières, mais ça, c'est à côté. Ça, c'est un autre sujet. On ne les distribue pas encore. Ouais. Okay. Est-ce que tu dirais que c'était un levier crucial pour montrer l'expertise à nos clients, pour être capable de déceler des gens qui ont eu ton rôle, les comprendre et les présenter aux clients de façon efficace? Absolument. Quand j'ai des discussions avec les dirigeants qui cherchent un directeur d'usine ou un directeur d'ingénierie, directeur de l'entretien, on a des discussions vraiment sur leurs opérations et c'est quoi leurs besoins réels. Et je suis en mesure de vraiment évaluer les candidats en fonction du meilleur fit de l'entreprise. Quand on parle de fit, c'est toujours flou, et cela parce qu'il est difficile de le mesurer. Ouais. Après des années ici, puis toi, une vingtaine d'années, je pense qu'on n'a toujours pas un KPI clair sur le fit. Par contre, on sait que le fit interpersonnel, il est crucial. Ouais. La capacité de communiquer entre un dirigeant et son directeur d'usine, un PDG, son directeur d'usine, mais également entre le directeur de l'usine et son équipe. Oui. C'est pour ça que nous, on cherche toujours à rencontrer le plus de gens de l'entreprise possible. Faire une visite d'usine, voir comment les gens sont dans l'usine, voir comment ils réagissent quand les dirigeants se promènent dans l'usine, parler au gestionnaire qui va recruter. C'est très important. C'est un secteur qui est hautement technique. Ouais. Mais là, maintenant, on augmente un peu nos compétences, notre conversation, pour migrer vers la portion exécutive. Est-ce que dans ces niveaux-là de responsabilité, la compétence technique, elle est clé? La compétence technique, c'est sûr qu'elle est toujours importante. Mais rendu à ce niveau-là, les gens ont acquis beaucoup de compétences techniques diverses, très souvent transférables, mais c'est pas ça qui va faire la différence. C'est beaucoup plus tout ce qui est de fit avec la culture, avec le besoin, avec la vision de l'entreprise. Si on parle des choses non mesurables, des comportements, des savoir-être, est-ce que tu peux en nommer 3 que tu considères sont essentiels? Je dirais la personnalité, le style de gestion, la provenance du type d'entreprise du candidat qu'on peut facilement voir ou du moins mieux déterminer s'il va avoir un meilleur alignement avec la culture de l'entreprise. Puis, évidemment, les compétences de gestion du passé. Là. On travaille souvent chez Saint-Amour avec notre portefeuille client des belles PME québécoises, quelques groupes au niveau national. On aime parler de 600 à 800 belles PME, puis quelques groupes au niveau national qui, historiquement, sont avec nous depuis 51 ans. C'est les mêmes défis dans une PME que dans une entreprise qui va opérer avec 10 sites de production à travers le Canada? Pas vraiment. En réalité, c'est les décideurs qui vont changer. Si on rencontre souvent des propriétaires d'entreprises qui vont vouloir, je dirais, améliorer leur comité de gestion, leur comité de direction, peut-être se nommer un directeur général pour graduellement prendre un peu de recul dans l'entreprise. Puis c'est là le rôle du recruteur d'expérience, d'aller challenger le propriétaire sur ses besoins réels.
Puis le recruteur qui a de l'expérience, qui a été dans le milieu, qui a recruté, va être capable de faire réfléchir le propriétaire sur son vrai besoin. Parce que des fois, c'est pas clair. C'est pas clair. Je veux un directeur général. OK, il va faire quoi? Et une question que j'aime beaucoup poser, c'est OK, comment vous allez vous séparer les responsabilités? Et presque à tous les fois, il y a une pause. Un overlap aussi. Oui, là, il y a une pause, là, il y a un blanc dans la discussion parce que souvent, les gens n'ont pas réfléchi à ça. Le tissu économique québécois, c'est 86% de PME. Oui. C'est massif. Dans ces PME, on a différentes tranches de vie d'entreprise. On parle souvent de la structure solaire, celle qui va dépendre depuis sa naissance d'un fondateur, comme c'était le cas ici. On est aujourd'hui dans nos bureaux, Tour TELUS, avec Leslie Saint-Amour, lors de la création de groupe. Dans la croissance de l'entreprise, comment tu vas accompagner un président qui doit se détacher, voire se faire remplacer, puis comment? Oui. Encore une fois, c'est de poser les bonnes questions. Puis comprendre sa vision, puis être en mesure de le challenger sur ses motivations, puis voir à quel point il est prêt, puis qu'est-ce qu'il est prêt à laisser de côté. Parce que nous, on a un rôle auprès des candidats qu'on va approcher. C'est des candidats d'expérience. Ce n'est pas des candidats qui sont en train d'attendre un appel d'un recruteur. C'est des candidats qui sont à l'œuvre, en train de déjà faire ce rôle-là ailleurs, de transformer une entreprise, de travailler sur les stratégies. Nous, notre rôle, c'est de les approcher, mais de leur donner leur juste sur le défi à venir. Des deux côtés. Des deux côtés. Responsabilité candidat, puis une mission à accomplir auprès du client. Absolument. Comment tu établis une confiance rapidement avec un candidat de niveau exécutif? Il n'est pas forcément à la recherche et il sait que des chasseurs de tête de niveau exécutif sont payés par le client. Je pense que nos années d'expérience, nos années à recruter, notre notoriété, la notoriété de la marque, puis la notoriété du recruteur, que ça fait des années que ces candidats-là, on est en contact avec. Les directeurs généraux à qui j'envoie un message, ceux à qui j'essaie de parler, ça fait probablement 10 ans que je leur parle. Tu as suivi leur carrière. Exactement. Dans certains, j'ai eu un premier appel avec eux quand ils étaient ingénieurs d'usine. Ça fait 20 ans que je recrute. Maintenant, ils sont rendus vice-présidents des opérations. Quelque part, c'est toi, ton profil. Un peu. Comment tu mesures l'alignement, la vision de l'entreprise, ce que celle-ci doit accomplir dans les prochaines 5 années? On parle toujours du plan, du quinquennat. Oui. Et ça, comment est-ce qu'on va s'assurer que c'est aligné avec un humain qui n'est pas dans l'entreprise, qui doit adhérer? Je reviens à la discussion lors de la prise de mandat, la prise de réflexion profonde avec le dirigeant sur son besoin. Et si c'est un CA, si c'est un conseil d'administration, c'est la même chose. C'est de réussir à cerner, est-ce qu'il y a des différentes visions? Parce que c'est une chose que j'ai vue, recruter un directeur général pour un CA, ils n'ont pas tous la même vision de qu'est-ce qu'ils veulent comme directeur général. Donc, c'est d'avoir une bonne conversation, puis parfois, ça prend plusieurs rencontres pour bien définir c'est quel genre d'individu qu'on veut avoir. C'est de l'accompagnement. Absolument. Lorsque le CA intervient, l'entreprise, généralement, elle est constituée avec de l'investissement externe, fonds d'investissement ou autre. Aligner un CA, en moyenne, c'est 4 à 8 personnes. Qui décide? Est-ce qu'il y a un consortium? Est-ce que le type de profil recherché, il est clair? C'est là le rôle du recruteur d'expérience pour les guider sur qu'est-ce qu'il y a disponible sur le marché. C'est quoi les candidats? Dans leur domaine, avec ce qu'ils demandent, c'est quel genre de candidat qu'il y a sur le marché et qu'est-ce qu'ils risquent d'avoir comme type de candidat et même peut-être les faire, la fameuse expression think outside of the box, les faire réfléchir à peut-être un candidat auquel ils n'auraient pas pensé. Intéressant. Puis au Québec, on est toujours en train d'entendre cette phrase, la population est vieillissante, c'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire du Québec. Le transfert de la PME québécoise qui est en manque de dirigeants pour demain. Le CA intervient, il faut une tête ferme pour remplacer le prochain dirigeant. Une moyenne d'âge propriétaire de PME qui va tourner autour de 58 à 68 de nos jours. Il ne reste pas longtemps, 75% des PME québécoises n'ont pas de dirigeants, doivent être remplacés dans les prochaines 5 années. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est sûr que les entreprises ont un défi de bâtir leur relève à plusieurs niveaux. Donc, bâtir le remplaçant pour le dirigeant, mais déjà commencer à bâtir la relève du remplaçant. Donc, très souvent, on va demander, est-ce que vous avez quelqu'un qui s'en vient dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Puis ça va nous aider à proposer le bon candidat. S'ils ont un candidat qui serait peut-être prêt dans 5 ans, ça leur ouvre la porte à peut-être avoir un candidat qui est à son dernier défi. Échelon. À son dernier échelon. Que lui va pouvoir passer le bâton à celui qui n'est pas tout à fait prêt. S'ils n'ont personne, là, peut-être va falloir aller chercher un candidat qui va pouvoir en donner un petit peu plus longtemps. Il y a un coût à ça. Un temps de formation, un temps de préparation. Absolument. Quelle est la moyenne? C'est combien d'années où on va se dire, OK, quelqu'un de l'interne va être préparé pour remplacer le président ou l'exécutif qui part à la retraite? Le problème avec quelqu'un de l'interne, c'est que parfois, ils vont avoir une bonne compréhension des enjeux de l'entreprise, mais ils n'ont pas l'expérience d'ailleurs, d'avoir géré ailleurs, d'avoir rencontré les défis de gestion à ce niveau-là. Il faudrait quelqu'un avec une feuille de route accomplie avant de rejoindre l'entreprise, donc pas quelqu'un qui est là depuis trop longtemps, et en même temps quelqu'un qui va être prêt on parle d'une moyenne de 3 à 5 ans. Oui. Peut-être un appel à nos clients qui nous posent toujours ces questions-là. 3 ans, ça avance vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Et quand on voit que la moyenne des candidats ou le pourcentage des candidats qui demeurent en poste plus de 3 ans est très, très bas. Là. C'est des défis qu'on comprend chez Saint-Amour. On a les mêmes. On a la chance d'avoir une équipe très expérimentée, mais évidemment avec des moyennes d'âge qui peuvent se rapprocher parfois de la retraite. Oui. Il faut nous-mêmes qu'on fasse cet exercice de préparation à l'interne. Donc, c'est un défi qui, je pense, est généralisé dans toutes les PME. Comment est-ce qu'on va faire? Bien, c'est sûr que si je prends mon cas, j'ai un président qui m'encourage à demeurer le plus longtemps possible. Absolument. Et j'imagine que dans beaucoup d'entreprises, c'est comme ça aussi. Mais encore une fois, quand c'est soit quelqu'un qui a quitté, qui a déjà pris la décision qu'il va quitter, là, il faut remplacer. Donc, la situation est un peu différente. Mais quand c'est dans le but d'une succession, bien là, il y a une planification qui peut se faire. Puis, dans la planification, je pense qu'il y a une profonde réflexion à savoir comment vont être les tâches puis comment va être la transition. Je continue sur cette lignée parce que ces PME sont souvent détenues à l'interne par des actionnaires. Oui. Un mauvais alignement entre l'actionnariat et les dirigeants, les exécutifs, quelles sont les conséquences? Comment on l'évite? Les conséquences sont très graves. Parce que non seulement on n'a pas le résultat, on pensait engager un gestionnaire qui viendrait nous aider, qui viendrait faire progresser la compagnie, mais ça l'envoie un mauvais message à l'interne. Okay. Ça l'envoie un mauvais message à l'interne que les gens se découragent. On va entendre des choses, encore un autre qui va être engagé puis que ça ne fonctionnera pas. Ça rajoute énormément de pression à retrouver quelqu'un qui va faire le job. Fait qu'encore une fois, important de bien définir c'est quoi le besoin, qu'est-ce qu'on veut accomplir. C'est quoi aussi d'être honnête, que l'entreprise doit être honnête avec c'est quoi notre situation réelle en ce moment. Oui. Pour qu'on puisse aller chercher le bon candidat. Tu échanges avec des centaines de candidats au niveau exécutif avec ton équipe. Il y a des comportements qui te mettent à l'aise, qui te disent « je suis confiant d'envoyer ce candidat devant le président, notre client de telle entreprise ». C'est quoi ces comportements? On parle souvent de posture exécutive, d'intelligence exécutive, de mots-clés à la mode. Est-ce que c'est ça qu'on retient ou est-ce qu'il y a des comportements que toi, tu conseilles? C'est sûr que on gère des humains, on est des humains, on gère des humains. Le temps passé avec le client, dans son environnement, dans sa réalité, nous donne un peu un portrait du genre de personne qui devrait bien fonctionner avec lui. On parle avec les candidats, on leur demande c'était quoi leur réalisation, c'est quoi leur style de gestion. Parce qu'il faut quand même se rappeler que tout dépendamment du mandat, tout le monde peut être bon. Si on a un mandat de redressement sévère, là, on va avoir des gens qui sont très agressifs. C'est des personnes qui sont extraordinaires, qui ont des réalisations extraordinaires, mais peut-être que ça ne fonctionne pas dans une entreprise familiale où ce que les gens sont très serrés, très près un de l'autre. Donc, c'est tous ces items, ces paramètres-là à tenir en compte pour essayer d'avoir le meilleur alignement entre la personnalité du candidat et le besoin du client. Un CEO pour chaque étape de vie de l'entreprise. Probablement, oui.
parce que ça peut changer. Ça peut changer selon le contexte. Une intelligence émotionnelle élevée, un niveau d'une compréhension de base de la psychologie humaine, c'est... Oui. C'est pour ça qu'un haut dirigeant, que ce soit un CEO, un directeur général, un vice-président, doit prendre un temps d'évaluation avant de commencer à tout faire les changements, doit prendre un temps d'évaluation, se bâtir un plan, mais pendant qu'il bâtit le plan, il est en train d'évaluer la vitesse à laquelle il va pouvoir aller en regardant le type d'équipe, la culture, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils se trouvent au niveau technologie, au niveau style. Le dirigeant doit prendre toutes ces choses-là en compte avant de commencer à faire des changements importants. J'imagine qu'un exécutif qui a une vision claire de ce qu'il veut accomplir au niveau personnel sur les prochaines années, c'est un bon élément de comparaison avec la mission de l'entreprise. Oui, absolument. Mais c'est sûr qu'encore une fois, il y a les objectifs financiers, les objectifs quantitatifs, mais ça passe tout à travers les objectifs qui sont un peu plus humains, un peu plus un peu plus sensibles. On peut avoir un plan très clair au niveau financier, mais il va falloir l'ajuster en fonction de la réalité humaine de l'entreprise. Est-ce qu'à ces niveaux-là, les dirigeants bougent par opportunisme ou par un choix éclairé, à nouveau, l'appétit d'un nouveau défi, un changement de cycle de vie de l'entreprise? Définitivement par désir d'accomplir un nouveau défi et non par opportunisme. C'est très intéressant. Merci Claude. Un mot, un conseil pour nos candidats, pour ceux qui veulent construire une carrière exécutive, ceux qui sont déjà à ce niveau-là, ou pour nos clients et partenaires, un mot de la fin? Je dirais pour les entreprises qui cherchent à remplacer, prenez le temps. Prenez le temps d'évaluer votre rôle. Prenez le temps de discuter avec votre recruteur exécutif qui est aussi un partenaire, qui va être un conseiller pour bien aligner votre besoin afin d'aller identifier le bon candidat. Merci Claude. Nous allons diffuser ce podcast sur notre LinkedIn, la page web et tous nos réseaux. Alors merci beaucoup de ton temps. Puis ça fait plaisir. On aura l'occasion de reprendre un autre jour avec d'autres thèmes. Excellent. Merci. Merci. Je te raccompagne.